Callum McCarthy avait 7 épouses. Aucune ne tenait plus d'une semaine. Ni bleu, ni menace, ni violence. Elle partait simplement avant l'aube, sans un mot. La ville le traitait de monstre. Les rumeurs s'assombrissaient à chaque femme qui franchissait le seuil. Mais la vérité était enfermée au 2e étage, et elle était loin d'être celle que l'on attendait. Puis une dette de jeu amena une femme inattendue, une femme que le monde avait déjà rayée de sa vie. Elle n'était ni belle, ni influente, du moins selon les critères de la société. Et lorsqu'elle entendit le bruit qui faisait fuir toutes les autres femmes, elle s'assit par terre. Et elle ne partit pas. La vraie question n'est pas ce que Callum McCarthy cachait, mais pourquoi elle était la seule à être restée et pourquoi il l'avait choisie. 7 épouses en 4 ans. C'était le chiffre dont on chuchotait dans les quartiers à l'est du front de mer, chez le coiffeur, dans la boulangerie, dans l'arrière-salle où les hommes jouaient aux cartes en feignant de ne pas craindre le nom de Callum McCarthy. Cette femme avait franchi les grilles de fer de sa propriété sur la colline. 7 autres en étaient ressorties, certaines quelques jours plus tard, l'une avant l'aube, toutes le visage pâle et silencieuse d'une manière qui rendait les rumeurs plus inquiétantes que n'importe quelle vérité. Personne ne parlait des raisons de leur départ. Non pas par ignorance, mais parce que les femmes elles-mêmes refusaient de prononcer un seul mot. Et ce silence, plus que tout autre, semait la terreur dans toute la ville. Les histoires variaient selon les personnes qui les racontaient. Certains disaient que Callum était violent, que derrière ses costumes sur mesure et sa voix maîtrisée se cachait un monstre. D'autres juraient qu'il s'adonnait à des choses qu'aucune femme digne de ce nom ne pouvait tolérer, des rituels ou des obsessions qu'il valait mieux enfouir dans l'ombre. Quelques vieilles dames du quartier se signaient à l'évocation de son nom et affirmaient que la maison était maudite, que sa mère était morte en hurlant dans le salon et que son fantôme hantait encore le 1er étage. Rien de tout cela n'était vrai. Mais rien n'avait besoin de l'être, car la vérité, la vraie, la vérité crue et sans phare, personne ne s'était jamais donné la peine de la chercher. Callum McCarthy avait 36 ans. Il avait hérité des rênes de l'entreprise familiale à 29 ans, après que son père eût été victime d'un AVC qui l'avait laissé aphasique et incapable de reconnaître ses propres fils. La transition avait été brutale et efficace. Callum avait consolidé son territoire, réduit au silence 3 factions rivales grâce à une combinaison de pression juridique et d'intimidation stratégique, et transformé les actifs immobiliers et de construction de la famille en un empire légitime employant désormais plus de 400 personnes. Grand, large d'épaules, son visage était d'une beauté sévère, sa mâchoire carrée, ses yeux sombres enfoncés sous d'épais sourcils, et sa bouche rarement souriante. Il s'habillait impeccablement. Il parlait doucement. Et sa patience, réputée pour sa force, terrifiait bien plus que la colère. Car un homme patient est un homme qui planifie. Et un homme qui planifie est un homme qui ne perd jamais. Mais lui, il avait perdu. Cette fois, de la vie générale. Cette épouse qui allait et venait comme le vent. Chaque départ confirmant ce que la ville pressentait déjà, quelque chose de fondamentalement brisé chez Callum McCarthy. Quelque chose qu'aucun argent, aucun pouvoir, aucune surface habitable ne pouvait réparer. Ce que personne ne savait, ce que les mariées elles-mêmes ne pouvaient se résoudre à expliquer, c'est que le problème n'était pas la cruauté. Ce n'était ni la violence, ni la perversion, ni des fantômes. Le problème, c'était un petit garçon de 4 ans nommé Lucas et la vie qui gravitait autour de lui comme une planète en orbite autour d'une étoile si brillante que la plupart des gens ne pouvaient la regarder directement. Mais cette partie de l'histoire viendra plus tard. D'abord, il y avait la femme. Elle s'appelait Thea Callaway et elle avait 27 ans. Et la première chose que la plupart des gens remarquaient chez elle, c'était son poids. Pas de la manière euphémistique dont les magazines de mode utilisaient les mots, pas ronde, grande taille, ou tout autre terme prudent destiné à faire passer un corps comme le sien pour un choix de vie. Elle était en surpoids à cause d'années passées à manger pour combler un vide que la nourriture ne pouvait pas combler. À cause de longues nuits seules avec des plats à emporter après des doubles journées de travail. À cause de cette fatigue particulière qui vous fait cesser de vous soucier du miroir parce que celui-ci ne vous a jamais dit un mot gentil. Elle le portait dans ses hanches, son ventre et la douce largeur de ses bras. Et depuis longtemps, elle avait cessé de s'en excuser, non pas parce qu'elle avait atteint un stade triomphal d'acceptation de soi, mais parce que s'excuser était épuisant, et que de toute façon, personne ne l'écoutait. Elle avait un visage rond, aux traits fins et harmonieux sous ses rondeurs, une peau brune que sa mère comparait toujours à l'argile des rivières sous le soleil de l'après-midi, et des yeux sombres d'une vivacité saisissante. Le genre de regard qui percevait quand un sourire ne reflétait pas le visage. Quand un enfant faisait semblant d'aller bien.
quand l'atmosphère d'une pièce avait changé d'une manière subtilement inquiétante. Elle portait ses cheveux au naturel, généralement tirés en arrière en un chignon bas qu'elle maintenait avec ce qui lui tombait sous la main. Un crayon, une baguette chinoise, une fois un lien de pain qu'elle avait oublié pendant toute une journée de travail. Théa travaillait comme aide-soignante à domicile. Elle faisait ce métier depuis l'âge de 20 ans. Depuis ce semestre, elle avait abandonné ses études d'infirmière car son frère Nat avait été arrêté pour la 2e fois, et il fallait bien trouver l'argent de sa caution. Elle avait un don pour ce travail, un don qui ne figure pas sur un CV. Elle savait lire dans une pièce comme un musicien lit une partition, percevant les dynamiques, les tensions, les besoins inexprimés. Elle avait lavé des hommes âgés sans les faire se sentir honteux. Elle avait tenu la main de femmes atteintes de démence qui ne se souvenaient plus de leur nom mais ressentaient encore une solitude déchirante. Elle avait nettoyé des plaies, changé les draps et veillé en silence des mourants à 3 heures du matin. Et elle avait fait tout cela pour 11,75 $ de l'heure jusqu'à il y a 3 mois, lorsque l'agence pour laquelle elle travaillait a perdu son agrément médical et a fait faillite du jour au lendemain. Depuis, elle survivait grâce à ses économies presque épuisées, enchaînant les petits boulots dans une laverie automatique tenue par une paroissienne et s'efforçant d'ignorer que son frère avait de nouveau des ennuis. Nat Callaway avait 31 ans et avait passé la majeure partie de sa vie adulte à lutter contre la drogue. Pas le genre d'ennuis qui font les gros titres, mais celui qui ronge une famille lentement, comme l'eau sur la pierre à cause des jeux d'argent. Pas le genre de jeux organisés, à enjeux élevés, avec table de velours et serveuse, mais le genre désespéré et sordide. Du poker en ligne à 3 heures du matin. Des paris sportifs avec des individus qui facturaient des intérêts à la semaine. Des tickets à gratter achetés avec l'argent censé payer la facture d'électricité. Il avait suivi des programmes de désintoxication, promis d'arrêter un nombre incalculable de fois, et Théa l'avait cru à chaque fois, car c'était plus facile que d'affronter l'alternative, son frère ne changerait peut-être jamais et son amour ne suffirait peut-être jamais. Cette fois-ci, cependant, le problème était différent. Nat devait de l'argent aux mauvaises personnes. Pas une bande, pas un gang, mais quelque chose de plus structuré. Une opération qui s'étendait à travers le réseau d'entreprises de la famille McCarthy. La somme s'élevait à 42 000 $, accumulée en 8 mois de paris croissants et d'intérêts composés, et les créanciers avaient récemment fait comprendre que la patience avait ses limites. Théa l'a découvert un mardi soir d'octobre, lorsque Nat s'est présenté à son appartement, l'œil au beurre noir et une démarche qui laissait deviner qu'il avait au moins 2 côtes fêlées. Il s'est assis à la table de la cuisine et a pleuré, chose qu'il n'avait pas faite devant elle depuis l'enfance, et lui a tout raconté. Elle l'a écouté, sans crier ni pleurer. Elle lui a préparé une poche de glace et une tasse de thé, puis s'est assise en face de lui, ressentant le poids familier de devoir trouver une solution. Celle qui doit maintenir l'équilibre, car personne d'autre ne le fera. Il y a une solution, a dit Nat. Et la façon dont il le dit, le regard baissé sur la table, la voix faible et honteuse, fit comprendre à Théa que ce qui allait suivre serait quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Il s'exprima maladroitement, par bribes et en demi-phrases, car le tableau d'ensemble était trop humiliant pour être présenté clairement. En résumé, Gio Brando, qui gérait les recouvrements pour l'opération McCarthy, avait mentionné, mi-plaisantant, insista Nat bien que Théa douta que son patron cherchât une nouvelle épouse, qu'il y avait un arrangement, une sorte de période d'essai, une semaine au domaine pour voir si le mariage pouvait se faire. Que les précédentes épouses avaient toutes été choisies par relation et par des présentations, de belles femmes issues de familles cultivées. Callum s'était installé et qu'elles étaient toutes parties. Il avait dit que si quelqu'un tenait le coup pendant la semaine, poursuivit Nat sans la regarder, la dette était effacée. Complètement effacée. Et si elle ne tenait pas la semaine? Nat resta longtemps silencieux. La dette demeure, mais les intérêts cessent. Théa resta silencieuse, absorbée par ses mots. Elle était assise, absorbée par les calculs. 42 000 $ qu'elle n'avait pas, contre une semaine de sa vie dans une maison sur une colline avec un homme que toute la ville craignait. Elle était assise, humiliée, réduite à une simple transaction, un corps offert en pâture à une dette. Elle était assise, imprégnée de la rage qui montait en elle comme un poing, non pas dirigée contre Nat, même s'il le méritait en partie, mais contre ce monde qui avait tout fait pour qu'une femme. Ils ne me choisiront pas, dit-elle sèchement. Regardez-moi. Nat leva enfin les yeux. Son œil valide était humide. Gio a dit, n'importe qui. Il a dit, Callum s'en fiche. Il a dit, il a arrêté. Quoi? Il a dit, ça n'a pas d'importance, parce qu'ils partent tous de toute façon. Voilà.
La brutale honnêteté des hommes qui ont cessé de faire semblant. Peu importe qui elle est, car le sort en est déjà jeté. Elle entrera. Elle verra ce qui fait fuir les femmes, elle ressortira, et la dette sera toujours là. Mais au moins, ça ne grossira pas. Théa pensa à son compte épargne, $412. Et elle pensa à sa mère, décédée quand elle avait 19 ans, et qui lui avait promis, lors de leur dernière conversation lucide, de prendre soin de Nat. Elle pensa à elle, à la laverie automatique, à l'église, et à l'appartement avec le radiateur qui grinçait toute la nuit. Et elle pensa à ce sentiment qui l'avait habité toute sa vie. Ce sentiment d'être celle qui reste quand tout le monde part, celle qui est toujours là, celle qui persévère. Une semaine, se dit-elle, et la dette est effacée. Effacée. Elle regarda son frère, meurtri, honteux. Toujours son frère, toujours le garçon qui gardait la moitié de ses bonbons d'Halloween pour elle parce qu'il savait qu'elle préférait les Reese's. D'accord, dit-elle. D'accord. La voiture vint la chercher un vendredi après-midi. Noire, impeccable, le genre de voiture qui faisait que les voisins jetaient un coup d'œil par la fenêtre avant de détourner rapidement le regard. Théa avait préparé un simple sac de voyage, des vêtements pour une semaine, son chargeur de téléphone, un livre et une photo de sa mère qu'elle gardait dans un sac Ziploc pour la protéger d'éventuels dommages. Le chauffeur, un jeune homme qui se présenta comme Polo, s'efforçait visiblement de ne pas la dévisager, ce qui en disait long sur ses intentions. Elle le laissa prendre son sac, s'installa à l'arrière et observa la ville défiler par la fenêtre. Les rues animées de son quartier laissaient place à de larges avenues, puis à des routes bordées d'arbres qui grimpaient vers les collines où la vieille bourgeoisie côtoyait la nouvelle. La propriété des McCarthy se dressait derrière un mur de pierre grise surmonté de fer forgé, d'apparence décorative mais sans véritable fonction. Le portail s'ouvrit automatiquement et la voiture remonta une allée bordée de cyprès qui rappelait à Théa des photos de Tuscaniani, des lieux qu'elle ne visiterait jamais, des vies qu'elle ne connaîtrait jamais. La maison elle-même était immense, mais d'une sobriété élégante, faite de pierre et de bois sombre. 3 étages aux fenêtres qui reflétaient le ciel de fin d'après-midi comme des yeux vides et scrutateurs. Polo ouvrit sa porte. L'air, ici, sentait différent, plus pur, plus froid, avec une légère odeur de pin et de terre humide. Théa sortit et leva les yeux vers la maison. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté, elle ressentit une véritable frayeur. Non pas la peur de la violence. Non pas celle de l'homme à l'intérieur, mais celle de cette humiliation particulière qu'on ressent quand on se trouve dans un endroit où l'on est si manifestement un étranger, où chaque détail, chaque silence, est conçu pour nous rappeler notre inadéquation. La porte d'entrée s'ouvrit et une femme d'une 60aine d'années apparut. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière, son visage anguleux et sévère, et son allure trahissait l'expérience d'une femme qui tenait une maison depuis des décennies et ne tolérait aucune bêtise. Elle fixa Théa pendant 3 secondes à peine. Elle remarqua le sac de sport, les baskets, ce corps qui détonnait parmi ceux qui l'avaient précédé, et une expression mêlée de pitié et de soulagement traversa son visage. « Je m'appelle Martia, dit-elle. Entre. » L'intérieur de la maison était plus silencieux que n'importe quel bâtiment où Théa avait jamais mis les pieds. Non pas le silence absolu d'une pièce vide, mais le silence feutré d'un lieu où les sons étaient absorbés par d'épais rideaux, d'épais tapis et des portes closes. Martha la conduisit à travers un hall d'entrée au sol de marbre sombre, puis devant un escalier qui s'élevait en spirale dans l'ombre, pour aboutir dans un couloir où flottait une légère odeur de cire au citron et autre chose, une odeur chaude et légèrement clinique, comme celle du gel hydroalcoolique utilisé dans les établissements médicaux. Théa le remarqua. Elle remarqua la petite barrière en haut des escaliers, du genre de celles utilisées pour les tout-petits, mais en bois poli, contrairement à celles en plastique achetées dans les quincailleries. Elle remarqua les verrous de plusieurs portes intérieures, non pas des serrures à clé, mais des verrous coulissants placés en hauteur, hors de portée des enfants. Elle remarqua le rembourrage épais et moelleux le long de la base d'un mur du couloir, suffisamment discret pour passer pour un choix esthétique, mais manifestement fonctionnel. Elle ne dit rien, mais elle enregistra tout, car observer les choses était sa nature. Et ce qu'elle remarquait racontait une histoire qui ne correspondait à aucune des rumeurs qu'elle avait entendues. « Votre chambre est au 2e étage, dit Martha. Le dîner est à 19h. Monsieur McCarthy vous recevra à ce moment-là. Merci. » Martha s'arrêta au bas de l'escalier et la regarda de nouveau avec cette même expression indéchiffrable. Les autres posaient généralement plus de questions, dit-elle. Je ne suis pas comme les autres. Quelque chose se produisit alors sur le visage de Martha, un adoucissement à peine perceptible, qui apparut et disparut, comme une ombre qui glisse sur l'eau.
Elle hocha la tête une fois et s'éloigna. La chambre qu'on lui avait attribuée était belle, d'une beauté impersonnelle, comme dans un hôtel. Des murs couleur crème, des draps blancs, une fenêtre donnant sur un jardin qui, même en octobre, était impeccablement entretenu. Théa posa son sac de voyage sur le lit, s'assit à côté, pressa ses paumes contre ses cuisses et respira profondément. Elle entendait la maison autour d'elle, le tic-tac d'une horloge au bout du couloir. Le son lointain et étouffé d'une télévision et d'autres choses, un martèlement rythmé, doux et répétitif, provenant d'une pièce au-dessus ou à côté d'elle. Pas menaçant, pas mécanique. Cela avait quelque chose d'organique, comme une personne qui se balance ou une main qui frappe une surface de façon régulière et inconsciente. Elle l'écouta longuement. Puis elle défausa son sac, rangea ses 3 tenues présentables dans le placard, posa la photo de sa mère sur la table de chevet et alla chercher la cuisine. Elle la trouva avant même de trouver qui que ce soit d'autre. Une pièce immense avec des appareils électroménagers professionnels et un îlot en granit assez grand pour accueillir 8 personnes. Martha était là, en train de préparer quelque chose dans une grande casserole, et elle ne parut pas surprise de voir Théa. Le dîner n'est pas avant 19h. Martha dit, je sais. Je peux t'aider. Un autre silence, une autre évaluation. Tu cuisines. Je cuisine. Martha lui tendit une planche à découper et une pile de légumes sans un mot de plus. Et pendant l'heure qui suivit, elles travaillèrent côte à côte dans un silence qui n'avait rien d'hostile. Théa coupa des carottes en julienne, coupa des oignons en dés et éminça de l'ail avec les gestes précis et assurés de quelqu'un qui avait l'habitude de cuisiner. Martha observait ses mains, son expression passant peu à peu du scepticisme à une forme d'approbation. C'est à ce moment-là que Théa l'entendit de nouveau, le bruit sourd se rapprochant maintenant directement au-dessus de la cuisine. Puis, comme une lame, il déchira le silence. Un son qui figea les mains de Théa sur la planche à découper, un cri aigu et muet, non pas de douleur, mais de frustration. Le genre de son qui sort d'une gorge incapable de traduire sa détresse en mots. Le visage de Martha resta impassible. Ses mains continuèrent de bouger. Mais une tension palpable dans ses épaules en disait long à Théa. C'était ça. C'était la raison. Quoi que ce soit qui habita au-dessus de la cuisine, qui que ce soit qui émettait ce bruit, c'était la raison pour laquelle cette femme avait franchi la porte d'entrée et n'était jamais revenue. Les carottes sont bonnes, dit Martha. Elles n'ont pas besoin d'être parfaites. Théa réalisa qu'elle avait cessé de couper. Elle reprit, et le bruit au-dessus d'eux s'arrêta, remplacé par le murmure d'une voix. Des mots d'homme, bas. Théa ne comprenait pas, mais elle sentait la silhouette d'un patient apaisant répéter. Elle ne demanda pas encore. Car, au cours de ses années de soins à domicile, elle avait appris que les informations les plus importantes sont toujours données spontanément, jamais extorquées, et que le meilleur moyen de faire se refermer quelqu'un est de poser la question à laquelle il craint le plus de répondre. Le dîner fut servi dans une salle à manger qui aurait pu accueillir 20 personnes, mais qui était dressée pour 2. Théa était assise à une extrémité d'une table qui s'étendait entre eux comme un champ d'acajou poli, et Callum McCarthy entra par une porte située à l'autre bout de la pièce à 19h précise. Il était plus imposant qu'elle ne l'avait imaginé, non seulement grand, mais aussi large d'épaules, avec la carrure d'un homme qui avait exercé un travail physique dans sa jeunesse et qui entretenait sa silhouette par la discipline plutôt que par vanité. Son costume gris anthracite, parfaitement ajusté, dégageait un front marqué par les premières rides d'un homme qui portait en lui un fardeau insoupçonné. Son regard la croisa aussitôt, et Théa y reconnut une expression familière, la peur, qu'elle avait vue 1000 fois dans le cadre de son travail. Le regard de quelqu'un qui se prépare à la déception. Sans la laisser s'installer, s'y attendant, il s'assit. Il déplia sa serviette. Il ne dit ni bienvenue, ni merci d'être venu, ni aucune des formules de politesse qu'une personne normale aurait prononcées à l'adresse d'une femme qui venait d'accepter de vivre chez lui une semaine. Il dit simplement, « Sachez que je ne m'attends pas à ce que vous restiez. » Sa voix était basse, presque monocorde. Pas impoli. Pire qu'impoli, dit-il d'un ton résigné. J'ai compris, répondit Théa. Alors tu connais les modalités. Une semaine, tu es libre de partir quand tu veux, jour et nuit. Polo te conduira. J'ai entendu ça aussi. Il la regarda, puis la regarda vraiment, non pas son corps, ni ses vêtements, ni les apparences, ces choses que les autres repèrent d'abord, mais son visage, ses yeux, comme s'il cherchait quelque chose qu'il était presque certain de ne pas trouver. « Pourquoi as-tu accepté ça ?» demanda-t-il. « Mon frère te doit de l'argent. Ton frère doit de l'argent à Gio.
Il y a une différence. Pas de là où je suis. Une infime lueur dans son expression, pas un sourire. L'ombre d'un sourire qui pourrait naître s'il était un jour autorisé à s'exprimer. Martha dit, tu cuisines, dit-il. Martha en dit long en peu de mots. À présent, il y avait quelque chose, une micro-expression disparue avant même qu'elle puisse la nommer, qui suggérait que Callum McCarthy n'était pas tout à fait prêt à la recevoir. Les mariées précédentes avaient été nerveuses, séductrices ou d'une bravoure ostentatoire. Elles avaient essayé de l'impressionner, de l'apaiser ou de le provoquer. Aucune. Ils étaient simplement présents, parlant d'une voix normale, abordant la situation avec la clarté pragmatique d'une femme qui avait fréquenté des lieux bien plus inconfortables. Le dîner était bon, du poulet rôti aux légumes racines et du pain que Martha avait manifestement fait maison. Ils mangèrent en chufua, dans un silence presque absolu, ponctué par le cliquetis des couverts et le doux bruissement du vent contre les fenêtres de la salle à manger. Callum mangeait avec soin, comme il semblait tout faire, et Thea mangeait avec l'appétit franc de quelqu'un qui n'avait aucune envie de faire semblant. Au milieu du repas, le son retentit à nouveau, un cri, muet, montant en intensité, puis s'interrompant brusquement. Oh, cette fois, il était plus proche, filtrant à travers le plafond juste au-dessus de la salle à manger. La fourchette de Callum s'arrêta. Sa mâchoire se crispa et, pour la première fois, Thea vit sur son visage quelque chose que le reste de la ville n'aurait jamais cru possible, une vulnérabilité à vif, exposée. Apparue et disparue en un éclair, comme une blessure entrevue sous un pansement. Il posa sa fourchette. « Excusez-moi. »« Moi, dit-il, et il quitta la pièce. Thea resta assise seule dans la salle à manger pendant 20 minutes. Elle entendait des pas au-dessus d'elle, lourds, puis légers. Le cri retentit de nouveau, suivi de la même voix basse et murmurante, puis d'un autre son, une série de claquements de mains aigus et secs, rythmés, insistants, puis le silence. Callum revint. Il s'assit. Il prit sa fourchette. Il n'expliqua rien. Le poulet est bon, dit Thea. Il la regarda comme si elle avait dit quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, approuva-t-il. Et ils terminèrent le repas. Cette nuit-là, allongée dans le lit d'amis, une photo de sa mère appuyée contre la lampe, Thea fixa le plafond et écouta la maison. C'était différent la nuit. Les sons étaient plus nets, moins masqués par le rythme diurne de la cuisine et des allées et venues. Elle entendait de nouveau ce martèlement, s'interrompant parfois longuement avant de reprendre à un tempo différent. Elle entendait la voix basse, toujours la voix basse, et elle comprit avec une certitude qui s'installa en elle. Elle sentit sa poitrine comme une pierre, que c'était la voix de Callum, qu'il était là-haut toutes les nuits, et que quoi qu'il fasse, il le faisait seul. Elle pensa aux 7 femmes. Elle se demanda ce qui pouvait bien pousser une femme à quitter un homme riche et puissant, et d'après ce qu'elle avait vu jusqu'ici, ni cruel, ni violent, rien de ce que les rumeurs prétendaient. Elle repensa au mur capitonné, à la barrière de sécurité pour enfants, au verrou des portes et à ce cri aigu et muet, et elle comprit. Elle comprit et elle ne partit pas. Le lendemain matin, Thea se leva à 6 heures. Une habitude. Des années de travail aux aurores avaient déréglé son horloge biologique de façon irrémédiable. Elle enfila un jean et un pull ample et descendit. La cuisine était vide, la cafetière froide et la maison encore plongée dans le silence épais d'un lieu où les matins étaient une épreuve à surmonter plutôt qu'un moment à savourer. Elle fit du café. Elle trouva des œufs, du pain et du beurre et prépara le petit déjeuner avec la compétence tranquille de quelqu'un qui trouve du réconfort à nourrir les autres. Elle était en train de dresser les œufs dans une assiette quand Martha elle apparut sur le seuil, s'arrêta et la fixa d'un air que Thea apprendrait plus tard à reconnaître comme la façon dont Martha exprimait son émotion. « Tu es encore là, dit Martha. Il ne s'est écoulé qu'une nuit. La dernière est partie à minuit. Celle d'avant a tenu jusqu'à l'aube. » Thea posa une assiette sur le comptoir. « Assieds-toi. Mange. » Martha s'assit et mangea, et quelque chose changea entre elles. Pas de l'amitié, pas encore, mais le début d'une compréhension entre 2 femmes qui, chacune à sa manière, faisaient vivre cette maison. « Il s'appelle Lucas, » dit Martha sans lever les yeux de son assiette. Thea attendit. « Il a 4 ans. C'est le fils de Monsieur McCarthy. » Elle attendait toujours. Il la laissa sans voix, cherchant ses mots, ou peut-être le courage de les prononcer à une nouvelle personne, quelqu'un qui l'entendrait, la jugerait et partirait comme tous les autres. Il ne parle pas. Non. Il voit le monde différemment. Les médecins utilisent des mots que je n'arrive jamais à retenir.
Autisme, disent-ils. Sévère. Il ne parle pas. Il n'établit pas de contact visuel. Il n'aime pas qu'on le touche. Il a des crises, des accès de colère, comme ils disent. Il crie. Il se cogne la tête. Il se balance pendant des heures. Elle dit tout cela du même ton neutre et pragmatique qu'elle employait pour parler des menus et des horaires de ménage. Mais ses mains étaient crispées. Elle lui serra les bords de son assiette avec une force qui lui blanchit les jointures. Sa mère est partie quand on a diagnostiqué sa maladie. Avant même ça, elle était partie dès qu'elle a vu les symptômes et que le premier médecin a confirmé ce qu'elle soupçonnait déjà. Elle a renoncé à ses droits. Monsieur McCarthy l'a élevée seule. Enfin, pas tout seul avec Ranata et moi. C'est elle la thérapeute et Polo les conduit à leur rendez-vous. Mais la nuit, quand Lucas ne dort pas, quand il hurle et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de rester assis avec lui et d'attendre que ça passe, c'est Monsieur McCarthy qui est seul chaque nuit. Martha leva enfin les yeux, et son regard était intense, d'une façon qui n'avait rien à voir avec la colère, mais tout à voir avec la loyauté. Les mariés, dit-elle, arrivent en s'attendant à trouver un homme puissant, avec une grande maison, de l'argent et une vie de rêve. Et puis elles entendent Lucas et elles le voient se balancer, ne pas les regarder, hurler si on le touche de travers. Et leur visage. Elle s'arrêta, déglutie. Leur visage change. On le voit se produire. Au moment où elle réalise que ce n'est pas une maison avec un secret. C'est une maison avec un enfant, et l'enfant ne partira pas, et l'homme ne choisira pas entre elles. Il ne devrait pas avoir à le faire, dit Théa. Martha la regarda longuement. Puis elle prit sa fourchette, mangea une autre bouchée d'œuf et dit très doucement, « Non, il ne devrait pas ». Théa passa la matinée à explorer les parties de la maison qui n'étaient pas verrouillées. Elle était plus grande qu'elle n'y paraissait de l'extérieur. Des pièces s'ouvraient sur d'autres pièces, des couloirs menaient à des ailes inattendues. Elle découvrit une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond et un fauteuil en cuir usé par le temps. Elle découvrit une véranda aux parois de verre donnant sur le jardin. Elle découvrit une pièce transformée en salle de sport avec des haltères et un sac de frappe portant les marques d'une utilisation régulière. Et elle découvrit le couloir du deuxième étage, là où les murs capitonnés étaient les plus épais, où la porte du fond était fermée, le verrou tiré, et où un mince filet de lumière filtrait par en dessous, accompagné du bruit à peine audible de quelque chose qui tourne, un bruit de moteur, de roue ou de ventilateur, et le murmure doux et répétitif d'une voix qui lisait à voix haute. Elle resta plantée dans ce couloir pendant une minute entière. Puis elle redescendit. Elle ne revit Callum que dans l'après-midi. Il apparut sur le seuil de la cuisine à 14 heures, vêtu d'une chemise aux manches retroussées et arborant une expression plus difficile à déchiffrer que tout ce que Théa avait pu voir dans sa vie professionnelle. Il la regarda, debout au comptoir avec une tasse de café et un livre, et elle le vit faire le calcul. Toujours là. Deuxième jour. Elle n'avait rien demandé d'où venaient ces bruits, n'avait pas fait sa valise, n'avait ni pleuré ni exigé d'explication, ni même posé sur lui ce mélange particulier d'horreur et de pitié qu'il avait déjà vu sur cet autre visage. « Tu as rencontré Marty ce matin, dit-il. Je rencontre Martia tous les matins. J'étais là hier aussi. Elle te l'a dit. Ce n'était pas une question, mais Théa répondit quand même. Elle m'a parlé de Lucas. Oui. Son visage se transforma alors en une expression complexe. Une succession de micro-expressions, passant par la surprise, la colère, de la résignation, et quelque chose qui ressemblait à l'espoir le plus désespéré. Un espoir si maintes fois brisé qu'il peine à relever la tête. Et il dit, « Et quoi ? Et maintenant, vous savez. » Alors il attendait qu'elle parte. Il se tenait dans sa propre cuisine, dans sa propre maison, les épaules raides et la mâchoire serrée, attendant qu'une femme qu'il connaissait depuis moins de 24 heures confirme ce que toutes les autres femmes avaient confirmé, que son fils était de trop, que la vie qu'il avait construite autour des besoins de Lucas était trop étrange, trop exigeante, trop éloignée de ce qu'une personne raisonnable accepterait. « J'aimerais le rencontrer, dit Théa. » Callum cligna des yeux. En 4 ans à présenter sa vie à ses futures épouses, personne n'avait jamais prononcé ces mots dans cet ordre, sur ce ton. Simplement, directement, sans la moindre hésitation. Il ne le veut pas. Callum commença à parler, puis s'arrêta, car le reste de sa phrase était un catalogue d'avertissements qu'il avait répété tant de fois qu'ils étaient devenus une sorte d'armure. Il ne le veut pas. Il ne vous regarde pas dans les yeux. Il n'aime pas les inconnus. Il pourrait crier. Il pourrait se frapper.
Il pourrait même ignorer votre existence. Je sais, dit Théa. Martha me l'a dit. J'aimerais quand même le rencontrer. Elle observait Callum aux prises avec une difficulté qu'elle reconnaissait de par son travail auprès des familles en crise, le désir simultané de protéger et d'espérer, la peur que laisser entrer quelqu'un ne fasse qu'aggraver l'inévitable rejet. Elle l'avait vu chez des parents à qui l'on avait annoncé que leur enfant ne marcherait jamais, ne parlerait jamais, ne vivrait jamais de façon autonome. Elle les avait vus serrer leurs enfants plus forts contre eux, se couper du monde, ériger des murs si hauts que parfois même la lumière ne pouvait les atteindre. Pas aujourd'hui, dit Callum. Il avait passé une nuit difficile. D'accord, peut-être demain. D'accord. Il resta là un instant, la regardant comme si elle était une phrase dans une langue qu'il comprenait presque, mais pas tout à fait. Puis il se retourna et partit, et Théa retourna à sa lecture. La deuxième nuit fut pire que la première. Les pleurs de Lucas commencèrent vers 23 heures et se poursuivirent par intermittence. Jusqu'à presque 3 heures du matin. Théa restait allongée dans son lit, à l'écoute, sans se boucher les oreilles ni mettre d'oreiller sur sa tête. Elle écoutait comme elle écoutait les mourants qui hurlaient la nuit. Non pas avec peur, non pas avec pitié, mais avec toute l'attention, sans faille, de quelqu'un qui comprend que la douleur mérite d'être entendue, même quand on ne peut rien y faire. À un moment donné, elle entendit des pas dans le couloir, de lourds cris, une porte qui s'ouvrait et une voix si douce qu'elle était presque méconnaissable par rapport au ton monocorde et contrôlé qu'il employait avec les adultes. Les cris continuèrent, puis changèrent, puis s'adoucirent peu à peu en un martèlement répétitif que Théa commençait à comprendre comme étant la façon dont Lucas s'apaisait, un rythme qu'il pouvait contrôler quand tout le reste lui semblait incontrôlable. Elle s'endormit vers 3h30. À son réveil, à 6h, elle descendit préparer du café, des œufs et des toasts. Et quand Callum apparut dans la cuisine à 7 ans, les cernes sous les yeux si profonds qu'ils pouvaient contenir de l'eau, elle déposa une assiette devant lui sans dire un mot. Il regarda l'assiette. Il la regarda. « Tu as entendu ?» Il répondit, « Oui. »« Et tu me prépares le petit déjeuner. On dirait que tu n'as pas mangé depuis hier. »« C'est vrai. »« Alors mange. » Il mangea. Et quelque part au milieu de ce repas, dans la cuisine silencieuse, baignée par la lumière du matin qui filtrait par les fenêtres et embaumée par l'odeur du café, quelque chose changea. Pas de façon spectaculaire, pas de déclaration, pas de révélation, pas de tournant annoncé. Ce changement se fit comme l'aube, imperceptiblement, avec cette fatalité qu'on ne perçoit qu'après coup. Callum McCarthy avait passé 4 ans à attendre que quelqu'un s'assoie en face de lui le matin après une mauvaise nuit, sans lui demander d'explications, sans lui donner de conseils, sans le regarder avec la terrible compassion de quelqu'un qui planifie déjà sa disparition. Et Théa Callaway, qui avait passé toute sa vie d'adulte à être celle qui reste, celle qui est présente, celle qui endure, posa une assiette d'œufs devant un homme qu'elle connaissait à peine et ne posa pas une seule question. Et dans ce silence, tous deux entendirent quelque chose qu'ils s'efforçaient d'entendre depuis une éternité. La possibilité qu'ils n'étaient pas seuls. Le 3e jour, Callum l'emmena voir Lucas. Il le fit avec la raideur d'un homme répétant un acte qu'il avait déjà accompli et qui s'était toujours mal terminé. Il la conduisit à l'étage, passa devant les chambres d'amis et les portes verrouillées jusqu'au bout du couloir capitonné où se trouvait la porte à verrou. Il s'arrêta, la main sur le verrou, et la regarda. Dans ses yeux, Théa vit la prière désespérée et contradictoire de tous les parents qui ont un jour aimé leur enfant. Le monde n'est pas fait pour ça. S'il te plaît, regarde-le. Et s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Et s'il te plaît, cette fois, ne pars pas. Il n'a rien dit de tout cela. Il a dit qu'il ne te regarderait peut-être pas. Ce n'est pas grave. Il pourrait crier. Ce n'est pas grave. Il ne l'est pas. La voix de Callum se brisa légèrement, révélant une pointe d'amertume qu'il dissimulait habituellement. Il n'est pas comme les gens l'imaginent. Théa le regarda. Moi non plus. Il fit glisser le verrou et ouvrit la porte. La pièce n'était pas ce à quoi Théa s'attendait. Elle avait rêvé de quelque chose. Institutionnel. Mur blanc, matériel médical, la fonctionnalité stérile d'un établissement de soins. Au contraire, la pièce était chaleureuse et soigneusement agencée, avec un éclairage doux et modulable. Les murs étaient peints d'un bleu profond et apaisant, et le sol recouvert d'épaisses dalles de mousse emboîtable. Un mur était tapissé d'étagères où étaient rangés de petits objets identiques, des blocs de bois, tous de même taille et de même couleur,
positionnés avec une précision qui témoignait d'un esprit trouvant du réconfort dans l'ordre. Une couverture lestée était pliée sur un lit bas. Une balançoire sensorielle était suspendue à un crochet renforcé au plafond. Dans un coin, une petite table présentait une collection de toupies de différentes tailles. Et à côté de la table, assis par terre, les jambes croisées et le dos à la porte, se trouvait Lucas. Il était petit pour son âge. Il avait les cheveux noirs de Callum, coupés courts, et le teint plus clair de sa mère. Il se balançait doucement, le haut de son corps se balançant d'avant en arrière au rythme régulier et précis d'un métronome. Dans ses mains, il tenait un bloc de bois qu'il faisait tourner, non pas pour l'examiner, ni pour jouer avec, mais simplement pour le faire tourner. Il le regardait avec une intensité fixe et absorbée qui excluait tout le reste dans la pièce. Il ne se retourna pas quand la porte s'ouvrit. Il ne réagit ni à la présence de son père, ni à celle d'un étranger. Il continuait de bercer et de faire tourner le bloc, et le bruit de ses mouvements, le léger frottement du tissu sur le sol en mousse, le petit cliquetis du bloc tournant entre ses doigts, emplissait la pièce comme un battement de cœur. Théa se tenait dans l'embrasure de la porte et le regardait, et ce qu'elle ressentit n'était pas de la pitié. Ce n'était ni de l'horreur, ni du malaise, ni le réflexe de recul qu'elle savait que d'autres femmes avaient éprouvé à cet endroit précis. Ce qu'elle ressentit, c'était de la reconnaissance. La reconnaissance viscérale d'une personne qui voit une autre personne clairement et comprend, sans analyse ni explication, qu'elle a devant elle quelqu'un qui percevait le monde avec une intensité que la plupart des gens ne pouvaient concevoir, et que cette intensité n'était pas un déficit. C'était une différence. Elle ne s'approcha pas de lui. Elle ne dit rien. Elle s'abaissa lentement et prudemment jusqu'au sol et s'assit près de la porte, non pas près de Lucas, mais dans son espace, partageant l'air, existant dans la même pièce sans rien exiger. Callum se tenait debout. Derrière elle, il respirait à peine. Les minutes passèrent. Lucas berçait et faisait tourner son bloc. Théa restait immobile, les mains posées sur ses genoux, sa respiration lente et régulière. Elle avait appris cela en travaillant avec des patients âgés atteints de démence, qui s'agitaient au moindre mouvement brusque ou à la moindre voix inconnue. L'art d'être présent sans être intrusif, d'occuper l'espace sans le remplir d'attente. Au bout de 12 minutes, le bercement de Lucas ralentit. Il ne s'arrêta pas complètement, mais son amplitude diminua. Des mouvements plus petits, moins pressants. Sa tête s'inclina légèrement, sans se tourner vers elle, mais d'une manière qui suggérait qu'une partie de sa conscience avait perçu cette nouvelle présence. Théa le remarqua. Elle ne dit rien. Au bout de 15 minutes, Lucas déposa son bloc. Il en prit un autre, identique à ce que Théa pouvait en juger, et commença à le faire tourner selon le même motif, mais le rythme était différent, légèrement plus lent, légèrement moins absorbé. Et puis, sans la regarder, sans que sa posture ni son expression ne changent, Lucas prit un troisième bloc et le poussa. Sans le traverser, sans le laisser tomber, il le déposa délibérément en direction de Théa. Le bloc glissa sur le sol en mousse et s'immobilisa à environ 60 cm de son genou. Derrière elle, Callum émit un son. Un petit son lui resta coincé dans la gorge, à peine audible. Car en 4 ans passés à faire venir des femmes dans cette pièce, Lucas n'avait jamais, une seule fois, reconnu leur existence. Ni par un regard, ni par un mouvement, ni par aucun geste qui aurait pu être interprété comme une prise de conscience. Il avait continué ses manigances comme s'il s'agissait de meubles, comme s'il s'agissait d'air. Et les femmes étaient restées là, se sentant invisibles et perturbées, et avaient quitté la pièce avec des visages qui disaient à Callum tout ce qu'il avait besoin de savoir sur leurs réponses. Mais Lucas avait poussé un bloc vers Théa. Elle le regarda. Elle observa le bloc dans ses mains, la façon dont ses doigts le parcouraient, le schéma de rotation, l'angle, puis, très prudemment, elle prit le bloc qu'il lui avait tendu et commença à le faire tourner. Non pas comme elle aurait naturellement tenu un objet, mais comme il le faisait, imitant le sien. Elle tournait en rond, calant son rythme sur le sien, entrant dans son monde au lieu de lui demander d'entrer dans le sien. Ils restèrent ainsi pendant près de 30 minutes. Une femme et un garçon faisaient tourner des blocs de bois selon le même motif, partageant un rythme qui n'avait rien à voir avec les mots, mais tout avec la compréhension. Lorsque Théa se leva enfin et sortit de la pièce, Callum était appuyé contre le mur du couloir, la main sur la bouche, les yeux fermés, tremblant. Elle fit semblant de ne pas le voir. Elle passa devant lui, descendit et commença à préparer le déjeuner. 20 minutes plus tard, lorsqu'il apparut dans la cuisine, ses yeux étaient rouges, mais sa voix était assurée. « Il n'a jamais fait ça avant, dit Callum. »« Je sais.
Comment as-tu su quoi faire? Théa y réfléchit. Elle repensa aux années passées auprès de personnes incapables de communiquer de façon conventionnelle. Aux heures passées à apprendre à décrypter les corps plutôt que les mots, à cette patience particulière qui naît de l'amour pour quelqu'un qui ne peut vous aimer en retour dans la langue que vous parlez. Je n'ai rien fait, dit-elle. Je suis juste restée assise là. Ce n'est pas rien. C'est... Il s'arrêta. Elle le voyait se battre contre quelque chose, lutter contre une vie entière de contrôle et de contraintes. Et elle lui laissa l'espace nécessaire pour perdre ce combat à son propre rythme. Les autres femmes, dit-il très doucement. Elle se tenait à la porte. Certaines essayaient de lui parler, d'utiliser cette voix que les gens utilisent, aiguë, exagérée, comme on parle à un bébé. Ça n'arrangeait rien. Certaines se contentaient de le fixer. L'une d'elles pleurait. Une autre a dit, c'est une blague. Et une autre, la mâchoire crispée, a dit, vous ne pouvez pas l'envoyer quelque part. Les mots planaient dans la cuisine comme de la fumée. J'ai cassé un verre. Après cela, Callum dit, première fois. Je n'avais pas perdu mon sang-froid depuis des années. Martia a dû remplacer toute l'étagère. Bien, dit Théa. Il la regarda. Elle méritait au moins un verre cassé, dit Théa. Et puis, pour la première fois en sa présence, pour la première fois depuis des mois, voire des années, Callum McCarthy esquissa un sourire. Pas un sourire franc, pas un sourire précis. Pas de crackers, de pommes coupées, ni d'une marque particulière de yaourt, et toute déviation par rapport à cette liste, toute substitution, tout changement de présentation était perçu par son système nerveux comme une menace. Elle n'essaya pas de changer quoi que ce soit. Elle n'arriva pas avec des stratégies, des suggestions, ni les conseils bien intentionnés de quelqu'un qui avait lu un article et pensait tout comprendre. Elle observa. Elle s'adapta. Elle entra dans le monde de Lucas à son rythme et y resta. Le 4e jour, elle resta assise avec lui pendant 1 heure et il poussa 2 blocs vers elle. Le 5e jour, il en poussa 3. Et lorsqu'elle les fit tourner selon son schéma, il émit un son, une brève et douce vocalise, pas un mot, mais une reconnaissance, une note de. Ce que l'oreille exercée de Théa reconnut comme de la satisfaction. Le 6e jour, elle était assise par terre, faisant tourner son bloc, lorsque Lucas se leva. Batav s'approcha d'elle et déposa un bloc directement sur ses genoux. Puis il retourna à sa place et reprit son bercement. Toute l'interaction dura 4 secondes, mais la distance qu'il avait parcourue, physiquement et psychologiquement, était immense. Chaque fois que Théa quittait la pièce pour descendre, Callum était là. Pas toujours dans la cuisine, pas toujours visible, mais présent dans la maison d'une manière qui lui indiquait qu'il suivait ses moindres faits et gestes, guettant le moindre son qui lui dirait si son fils était calme ou s'il s'agitait, attendant le moment où elle descendrait les escaliers avec une expression différente. L'expression qui signifierait qu'elle en avait assez, qu'elle avait atteint ses limites, qu'elle était prête à partir. Ce moment ne vint pas. À la place, d'autres moments vinrent, plus discrets. Théa trouva un livre sur le traitement sensoriel chez l'enfant à la bibliothèque et le lut en un après-midi. Elle demanda à Martha des nouvelles du programme de thérapie de Lucas et l'écouta avec l'attention soutenue d'une professionnelle. Elle posa des questions précises et pratiques, des questions qu'on ne lui avait pas posées depuis des années. Elle remarqua que la couverture lestée du lit de Lucas était usée et le fit remarquer à Callum, qui la regarda comme si elle avait parlé une langue qu'il ignorait avoir tant désiré entendre. La 5e nuit, elle entendit les pleurs de Lucas commencer à minuit et resta allongée dans son lit pendant 10 minutes à écouter. Puis elle se leva, enfila un peignoir et tâtonna dans le couloir jusqu'à la porte fermée au bout. Elle entendait la voix de Callum à l'intérieur, rauque, épuisé, un homme à bout de force. Elle frappa doucement. La voix se tut. Des pas, le verrou qui coulisse. Callum ouvrit la porte et la regarda, il était dévasté. Chemise déboutonnée, cheveux en bataille, cernes profondes comme des sillons. Derrière lui, Lucas était assis sur le lit, se balançant violemment, se frappant la tempe d'un geste répétitif qui était visiblement pénible pour le père comme pour l'enfant. « Laisse-moi faire, dit Théa. Tu n'es pas obligé. Ah, je sais. Laisse-moi faire. » Il s'écarta. Non pas parce qu'il lui faisait confiance. Il ne faisait confiance à personne avec Lucas. Pas entièrement. Pas encore. Parce qu'il était si épuisé que son corps prit la décision que son esprit ne pouvait prendre, et son corps dit « laisse-la faire ». Théa entra dans la chambre et s'assit par terre près du lit. Pas assez près pour l'étouffer,
mais assez près pour que sa présence soit palpable. Elle ne dit rien. Elle n'essaya pas d'arrêter qu'il se frappe. Elle savait, de par sa formation, de par son expérience, de par cette profonde intuition qui était son don le plus précieux, que ce dont Lucas avait besoin à cet instant, ce n'était pas d'intervention, mais de régulation. Son système nerveux était submergé, inondé d'informations qu'il ne pouvait traiter, et les coups étaient sa tentative de maîtriser le chaos par une sensation qu'il pouvait contrôler. Elle commença à fredonner, d'un ton régulier, la mélodie à peine perceptible, ni une berceuse, ni une chanson, juste une vibration, une constante dans la tempête. Elle cala sa voix sur le rythme de ses coups. Elle se berçait doucement, se laissant aller à sa fréquence au lieu d'essayer d'imposer la sienne. Callum se tenait dans l'embrasure de la porte et observait. Cela dura 20 minutes. Les coups ralentirent. Le bercement diminua d'amplitude. La respiration de Lucas, auparavant saccadée et haletante, commença à se régulariser. Il ne regardait pas Théa. Il continuait de se bercer. Mais la violence quittait ses mouvements, et les coups se transformèrent en légers tapotements, les jointures contre le matelas au lieu de la paume contre le crâne, et les gémissements aigus qui emplissaient la pièce s'estompèrent en un bourdonnement grave, presque inaudible. Théa continuait de fredonner, et finalement, dans l'abandon progressif d'un corps qui avait enfin épuisé sa capacité à souffrir, Lucas se coucha sur le côté, se recouvrit de la couverture lestée et resta immobile. Pas complètement endormi, ce qui pour Lucas revenait presque au même. Théa resta assise par terre pendant encore 10 minutes, fredonnant doucement, s'assurant que le calme était revenu. Puis elle se leva prudemment et sortit de la pièce. Callum était dans le couloir, il avait glissé le long du mur et était assis par terre, les avant-bras posés sur ses genoux repliés, la tête baissée. Théa s'assit à côté de lui. Pas assez près pour le toucher, juste assez près pour être là. Ils restèrent longtemps assis dans le couloir, silencieux, tandis que la maison respirait autour d'eux et que la chambre de Lucas était silencieuse pour la première fois depuis des heures. J'ai consulté des spécialistes, dit Callum d'une voix à peine audible. Des thérapeutes, des spécialistes du sommeil, une femme qui prend $800 de l'heure et qui vient de Boston. Aucun n'a réussi à le calmer aussi vite. Ils essaient de le réparer, dit Théa. Pas moi. Callum leva la tête et la regarda dans la pénombre du couloir, les cernes sous ses yeux et les traits de son visage adoucis par l'épuisement. Il paraissait moins de 36 ans. Il ressemblait à un homme qui avait porté un fardeau si lourd que ses os avaient commencé à se remodeler sous son poids. « Pourquoi » dit-il. « Pourquoi »« Quoi ?»« Pourquoi êtes-vous là ?»« Pourquoi faites-vous cela ?»« La dette. C'est une obligation pour une semaine. Vous auriez pu rester dans la chambre d'amis, lire votre livre, partir vendredi et en rester là. Pourquoi êtes-vous là ?» Il désigna la porte de Lucas. « Pourquoi cela vous importe-t-il » Théa réfléchit à la question. Elle songea à lui donner une réponse simple. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que je m'occupe d'un enfant. Parce que votre fils est un enfant et que les enfants méritent de la compassion. » Tout cela était vrai. Mais rien ne disait toute la vérité. Quand j'avais 12 ans, elle m'a dit, ma mère est tombée malade. Un cancer. Ça a duré 2 ans. Pendant ces 2 années, des gens sont venus la voir. Au début, des amis, des voisins, des gens de l'église. Il apportait des plats cuisinés, disait prier pour elle et demandait des nouvelles. Puis ils sont rentrés chez eux et ont repris le cours de leur vie. Et un par un, ils ont cessé de venir. Non pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, mais parce que c'était trop dur. Parce que voir quelqu'un souffrir sans pouvoir rien y faire, c'est la chose la plus difficile au monde. Et la plupart des gens préfèrent détourner le regard. Elle marqua une pause. Le couloir était si silencieux qu'elle entendait l'horloge en bas. Ma mère remarquait qui restait. Elle gardait une liste, non pas écrite, mais mentale. Les gens qui venaient même quand c'était terrible, même quand elle vomissait, qu'elle n'arrivait pas à garder les yeux ouverts et qu'elle ne se reconnaissait plus. Même quand il n'y avait rien d'autre à faire que d'être là, présente. Elle m'a dit un jour que ces gens-là, ceux qui étaient restés, étaient les seuls à l'aimer vraiment. Parce que l'amour, ce n'est pas ce qu'on ressent quand tout va bien. L'amour, c'est ce que tu fais ça quand les choses sont insupportables et que tu restes malgré tout. Elle regarda Callum. C'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai passé ma vie à être celle qui reste. Et ton fils n'a pas besoin de quelqu'un qui va partir. Callum ne répondit pas. Il resta immobile,
et dans le silence, Théa entendit ce qu'elle attendait depuis son arrivée. Non pas un son, mais une absence. L'absence du mur, la plus infime, la plus imperceptible, compte tenu de la forteresse que Callum McCarthy avait construite autour de lui et de son fils, une fissure juste assez large pour laisser passer la lumière. Le 7e jour, le dernier jour de l'arrangement, arriva avec une sorte de poids qui s'abattit sur la maison comme une tempête. Martha était plus silencieuse que d'habitude. Polo s'attarda plus longtemps que nécessaire dans l'allée. Même la maison semblait retenir son souffle. Elle se réveilla à 6 heures, alla à la cuisine préparer du café et ne fit pas sa valise. Callum apparut à 7h30. Il était habillé de façon formelle, costume sombre, cravate, l'armure d'un homme. Elle se préparait pour sa journée de travail, mais son regard se porta aussitôt sur le comptoir où reposait sa tasse de café, puis sur la cuisinière où mijotait un pot de porridge, et enfin sur son visage. « Aujourd'hui, c'est le dernier jour, dit-il. Je sais. Polo peut te ramener quand tu seras prête. La dette est effacée. J'ai appelé Gio ce matin. Je sais. Il attendit. Elle sentait son attente, la même qu'elle avait sentie chez les familles de patients attendre les résultats d'examen, se tenant droite avec l'immobilité disciplinée de ceux qui ont appris que s'effondrer était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre. J'aimerais rester, dit Théa. Un silence pesant s'installa dans la cuisine. Tu n'es pas obligé, dit Callum d'une voix prudente, maîtrisée. La voix d'un homme qui gère ses attentes, car l'alternative, c'est l'espoir. Et l'espoir est la chose la plus dangereuse qu'ils connaissent. Je sais que je n'y suis pas obligé. J'aimerais rester. La dette est effacée. Tu n'as aucune obligation. Ce n'est pas une question de dette. Ce n'est plus une question de dette depuis le 2e jour. Elle se tourna vers lui. Pour la première fois depuis son arrivée, elle laissa entrevoir ce qu'elle avait soigneusement dissimulé derrière un calme professionnel, toute la force de ses sentiments, l'amour tendre, intense et sans phare d'une femme qui avait passé sa vie à être sous-estimée et qui avait trouvé, dans une chambre capitonnée au 2e étage du manoir d'un parrain de la mafia, ce qu'elle cherchait sans le savoir. Elle le cherchait. Lucas a besoin de stabilité. Elle expliqua qu'il a besoin de quelqu'un qui arrive à la même heure tous les jours, s'assoit au même endroit par terre, tourne les blocs selon le même schéma et ne parte pas. Ça ne s'embauche pas. Ça, ce n'est pas ce qu'un thérapeute de Boston fait pour $800 de l'heure. Ça, c'est quelque chose qu'une personne fait parce qu'elle a décidé d'être là. Pas pour une semaine, pas pour une période d'essai, mais pour de bon. Les mains de Callum pendaient le long de son corps, les poings serrés, non pas par colère, mais dans l'effort physique de contenir quelque chose qui cherchait à se libérer. Et moi, demanda-t-il. Et la question était. Si silencieux, si dépouillé de l'autorité et du contrôle qui définissait son image publique, que Théa comprit qu'elle entendait quelque chose que personne, peut-être, n'avait jamais entendu de sa vie d'adulte. Callum McCarthy lui demandait s'il comptait. Tu as besoin de la même chose, dit-elle. Tu as besoin de quelqu'un qui reste. L'instant s'étira entre eux, ténu et lumineux, comme un jour. Et en lui, Théa vit tout. L'épuisement, la solitude, les années de nuit passées sur le sol de la chambre de son fils. Le défilé de femmes qui avaient regardé sa vie et l'avaient trouvée insatisfaisante. L'érosion lente et corrosive d'un homme qui avait fini par croire que Lucas et lui formaient une île à jamais séparée du continent des relations humaines ordinaires. Callum ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis son téléphone sonna. L'appel changea le cours de la journée. Théa observa la scène. La façon dont le visage de Callum passa de l'ouverture à la fermeture en un instant, le temps d'un coup d'œil à l'écran. La façon dont sa posture changea, ses épaules se redressèrent, sa mâchoire se crispa. L'homme qui remplaçait le père dans une transition si bien maîtrisée. Il était presque invisible. Il répondit, écouta, prononça 4 mots, où, combien, quand, puis raccrocha. Je dois y aller, dit-il. Que s'est-il passé? Il la regarda et elle put voir le calcul se dessiner. Que lui dire, jusqu'où lui faire confiance, quelle part de son monde lui dévoiler? Mon beau-frère, dit-il, Vincent Ferraro. Il a épousé ma sœur avant son décès. Il conteste la garde de Lucas. Ces mots tombèrent comme des pierres jetées dans l'eau calme. La garde, répéta Théa. Vincent pense que Lucas devrait être placé en institution. Il a monté un dossier, documentant les crises de Lucas, recueillant les témoignages du personnel, arguant que le cadre familial est inadapté.
Il a déposé une requête le mois dernier. A-t-il le droit de faire ça? Il peut faire tout ce qu'il peut payer un avocat, et il peut payer très cher. L'expression de Callum était celle qu'elle avait vue sur le visage des parents en crise, l'intensité froide et concentrée d'une personne calculant menaces et réactions avec la précision d'un général préparant sa défense. Il a organisé une inspection de la maison aujourd'hui. Une assistante sociale et une conseillère en protection de l'enfance seront là à 14 h si elles estiment que les soins prodigués à Lucas sont inadéquats. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Vincent ne veut pas de Lucas, a dit Callum. Et maintenant, il y avait dans sa voix quelque chose que Théa n'avait jamais entendu auparavant. Une fureur brute, à peine contenue, qui brûlait sous la surface comme un feu sous la glace. Il veut un moyen de pression. Il veut le nom des McCarthy et les biens qui vont avec. Lucas est un pion sur son échiquier. S'il obtient la garde, il placera Lucas dans un établissement spécialisé et utilisera la tutelle pour accéder au fonds familial. Il a fait ses calculs. Il sait exactement combien Lucas vaut pour lui en argent. L'estomac de Théa se noie, non pas de peur, mais de colère. La colère profonde et légitime d'une personne qui a passé sa vie à prendre soin des personnes vulnérables et qui reconnaît avec la précision d'un chirurgien identifiant une tumeur maligne la forme exacte d'une cruauté déguisée en sollicitude. « De quoi avez-vous besoin » demanda-t-elle. Callum la regarda. « Il faut que la maison soit impeccable. Il faut que Lucas soit calme. Il faut... » Il s'arrêta. « Il faut qu'il voie qu'on prend soin de lui. Que c'est une maison, pas un établissement, qu'il a une famille, dit-il. » Le mot plana entre eux. « Oui, » répondit Callum. Les 4 heures suivantes furent les plus intenses de la vie de Théa. Elle se déplaçait dans la maison avec une détermination qui surprit même Martia, qui avait pourtant vu beaucoup de femmes déterminées, mais aucune comme elle. Théa nettoya. Elle cuisina. Elle réorganisa. Elle prit les fournitures médicales rangées dans une armoire visible du couloir et les rangea dans des boîtes étiquetées, dans un placard. Elle transféra le planning de thérapie de Lucas d'un tableau Excel clinique punaisé au mur de la cuisine vers un calendrier coloré qu'elle avait confectionné avec des fournitures trouvées dans un tiroir de bureau. Elle disposa des livres pour enfants, trouvés dans des cartons dans un débarras, encore sous plastique, achetés avec espoir et jamais ouverts, sur des étagères basses du salon et de la chambre de Lucas. Elle travaillait avec l'intelligence vive et instinctive de quelqu'un qui comprenait ce que les inspecteurs recherchaient, car elle avait suffisamment d'expérience des visites à domicile pour savoir que ce qui comptait, ce n'était pas la perfection, mais la chaleur humaine. On ne juge pas une maison à sa propreté, mais à la vie qui s'y dégage. À la preuve que des gens y vivent, qu'un enfant n'y est pas seulement logé mais choyé, que le rythme de la vie familiale est axé sur l'attention plutôt que sur la contrainte. À midi, elle alla dans la chambre de Lucas. Il était assis à sa place habituelle, faisant tourner un cube. Elle s'assit par terre à sa place habituelle et prit son cube. Ils firent tourner leur cube ensemble pendant 10 minutes, synchronisés, en silence. 2 êtres partageant un langage sans mots. Puis Théa fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle posa son cube par terre devant Lucas, sans le pousser vers lui, mais en le déposant délicatement entre eux et en le laissant là. Lucas cessa de se balancer. Il regarda le cube, et non Théa. Il ne la regarda pas, évita son regard, mais fixa le bloc qu'elle avait posé, étudiant sa position, son orientation, sa relation avec les siens. Puis, avec une délicatesse qui serra la gorge de Théa, Lucas plaça son bloc à côté du sien, 2 blocs parfaitement alignés se touchant dans l'espace qui les séparait. Les yeux de Théa brûlaient. Elle cligna des yeux, déglutit et posa un autre bloc à côté du sien. Il en plaça un autre à côté du sien, et lentement, pendant 5 minutes de silence, ils construisirent une rangée. Ni tour, ni structure, rien d'impressionnant ni de significatif pour un observateur extérieur, juste une simple ligne droite de blocs s'étendant sur le sol entre une femme de 27 ans et un petit garçon de 4 ans, les reliant. Quand Théa descendit, les yeux rouges et la voix assurée, elle dit à Callum, « il est prêt. Il va bien. » Callum la regarda et vit ses yeux rouges. Il ne posa aucune question, car il savait mieux que quiconque que certaines choses qui se passaient dans cette pièce étaient trop sacrées pour être décrites. Les inspecteurs arrivèrent à 14 heures. Ils étaient 2, une assistante sociale, Patricia Feldman, à l'allure sèche et impersonnelle de celle qui effectuait des dizaines de visites de ce genre par mois, et une défenseur des droits de l'enfant, Iris Chen, plus jeune et au regard plus doux. À leur côté, légèrement en retrait,
avec la posture caractéristique de celui qui était là pour observer et non pour aider, se tenait Vincent Ferraro. La cinquantaine, les cheveux argentés et le teint hâlé et soigné, il avait l'air de quelqu'un qui passait plus de temps sur les terrains de golf qu'au bureau. Il examinait la maison comme un agent immobilier examine un bien, il en évaluait la valeur, recensait les défauts, cherchait un moyen de l'obtenir. Il jeta un coup d'œil à Théa, debout dans le hall d'entrée près de Callum, et son expression demeura presque impassible. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait, ni belle, ni raffinée, pas le genre de femme dont la présence rehausserait l'image de Callum. Elle le voyait bien la calculer, la juger insignifiante, la ranger dans un coin de sa vie. C'était son erreur. L'inspection fut minutieuse. Le docteur Feldman parcourut la maison, un bloc-notes à la main, notant les conditions, posant des questions sur les habitudes, l'alimentation, les soins médicaux, les protocoles d'urgence. Iris Chen s'intéressait à l'environnement physique, aux dispositifs de sécurité, aux espaces accessibles et aux aménagements sensoriels. Callum répondit à chaque question avec la précision maîtrisée d'un homme qui s'y était préparé toute sa vie, produisant documents et rapports avec l'efficacité de quelqu'un qui savait que la bureaucratie était un champ de bataille et le papier, des munitions. Puis ils montèrent voir Lucas. Théa entra la première, non pas parce qu'on le lui avait demandé, ni pour jouer la comédie devant les inspecteurs, mais parce qu'elle savait, forte de l'expérience acquise après avoir passé 6 jours avec lui et appris à connaître le rythme d'un enfant, que Lucas avait besoin d'une présence familière avant que des étrangers n'entrent dans son espace. Elle s'assit par terre, une main plaquée contre le mur, il poussait rythmiquement, son corps cherchant la pression profonde qui apaisait son système nerveux. Théa fredonnait doucement, d'un air régulier, la même mélodie qu'elle avait utilisée la nuit où elle l'avait calmé. Elle cala son rythme sur le sien, et en 2 minutes, son balancement diminua. 5 minutes plus tard, il était suffisamment calme pour prendre un bloc et commencer à tourner. Le docteur Feldman et Iris Chen entrèrent dans la pièce et se postèrent près de la porte, observant. Vincent Ferraro se tenait derrière eux, le visage impassible. Lucas ne s'effondra pas. Il ne cria pas. Il continua son balancement, ses rotations, existant dans son propre espace avec la dignité particulière d'un enfant à qui l'on n'a pas appris à jouer la comédie pour les adultes. Et puis, à un moment que personne dans la pièce, hormis Théa et Callum, ne put pleinement saisir, Lucas prit un bloc et le poussa vers Théa. Elle le ramassa et le posa à côté du sien. Il en poussa un autre. Elle le posa. La ligne s'allongea entre eux. Leur ligne, leur rituel, leur langage partagé, et la pièce s'emplit d'un silence si profond et si doux que même le stylo du docteur Feldman cessa de bouger. Iris Chen s'agenouilla lentement et observa. Son regard oscillait entre le garçon et la femme, suivant l'interaction, décryptant la dynamique avec un œil professionnel qui percevait ce que représentaient ces blocages. Non pas un tour de passe-passe, non pas une performance, mais une relation. Un lien vivant et authentique entre un enfant muet et une femme qui avait appris à écouter sans mots. Depuis combien de temps travaille-t-elle avec lui, demanda Iris à Callum, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés et le cœur battant la chamade. 6 jours, répondit-il. Iris le regarda. 6 jours. Ce n'est pas une thérapeute. Ce n'est pas une spécialiste. C'est. Il hésita, car le mot qui lui brûlait les lèvres était un mot qu'il n'avait pas encore le droit de prononcer. Pas encore. Pas si tôt. Et Callum McCarthy était un homme qui ne parlait pas sans avoir mérité son dû. C'est, de la famille, dit Martha derrière lui. Personne ne l'avait remarqué arriver. Elle se tenait dans le couloir, les bras croisés, le menton relevé, avec l'expression farouche et inébranlable d'une femme qui aurait tout fait pour mettre le feu à la maison. Les questions pratiques, celles concernant la routine, l'alimentation et le sommeil, étaient d'une précision qui révélait non seulement 6 jours d'observation, mais une vie entière d'intuition professionnelle pour prendre soin de personnes dont les besoins sont parfois incompris. Vincent Ferraro parla très peu pendant l'inspection. Mais au moment de partir, en descendant l'allée vers la voiture, il s'arrêta près de Théa et dit assez bas pour qu'elle seule l'entende, « Tu sais que ce n'est pas réel. Quel que soit l'arrangement qu'il ait conclu avec toi, ça ne tiendra pas. » Théa le regarda. Elle observa ses mains manucurées, ses chaussures de marque et le visage lisse et bien nourri d'un homme qui n'avait jamais passé 30 minutes assis par terre à tourner un billot pour un enfant. « Oh, tu as raison, je suis un arrangement, dit-elle. Mais la façon dont je m'occupe de ce garçon est ce qu'il y a de plus authentique dans cette maison. Et si tu essaies de l'éloigner de son père, tu vas vite comprendre à quel point je suis réel. » L'expression de Vincent resta inchangée,
mais quelque chose changea dans son regard. Un réajustement. Le regard d'un homme qui a sous-estimé son adversaire et qui commence seulement à réaliser l'ampleur de son erreur. Il monta dans la voiture. La voiture partit. Le portail se referma. Callum trouva Théa dans la cuisine. Elle était assise au comptoir, les mains crispées autour d'une tasse de café froid. Et elle tremblait, pas de façon spectaculaire, pas de façon visible, mais d'un léger tremblement intérieur. L'adrénaline, à son comble, retombait, laissant derrière elle le poids de ce qui venait de se passer. Il s'assit en face d'elle. Longtemps, il resta silencieux. Le tic-tac de l'horloge de la cuisine sembla les envelopper. « Tu te qualifiais d'arrangement, dit-il. C'est ce que je suis. Vraiment. » Elle le regarda. Son regard était indéfinissable. Un sentiment qui dépassait la gratitude, l'attirance, les mots pour décrire ce que ressentent les hommes face à l'extraordinaire d'une femme. C'était le regard d'un homme qui voyait l'impossible. Quelqu'un qui avait pénétré dans la partie la plus vulnérable et la plus fragile de sa vie sans broncher. « Je ne sais pas ce que je représente pour toi, dit Théa. Honnêtement, je sais ce que je représente pour Lucas. Je sais ce que je représente pour Martha. Je sais ce que je représente pour cette maison. Mais toi et moi, on se connaît depuis une semaine. 6 jours. 6 jours. Il m'a fallu 4 ans pour trouver quelqu'un qui accepterait de s'asseoir par terre avec mon fils. Il a fallu 4 ans à Lucas pour pousser un bloc vers quelqu'un d'autre. 6 jours, c'est peut-être trop court pour certaines choses, mais c'est assez long pour que je sache que, quoi que ce soit, je ne veux pas que ça se termine un vendredi parce qu'un emploi du temps l'exige. Les mains de Théa se crispèrent sur sa tasse de café. Je ne suis pas ce qu'il te faut, dit-elle, et les mots lui échappèrent avant qu'elle puisse les retenir, façonnés par des années passées à entendre, par les miroirs, par les hommes, par la froide logique d'un monde qui mesure la valeur des femmes à leur taille, qu'elle n'était pas à la hauteur. Ce dont j'ai besoin, dit Callum, c'est de quelqu'un qui reste. Tu l'as dit toi-même. Je parlais de Lucas. Je sais ce que tu voulais dire. Je te dis ce que je veux dire. L'atmosphère entre eux était chargée et fragile. Comme l'instant qui précède l'orage, quand tout est immobile, lourd et plein de promesses. Ce n'est pas un conte de fées, dit Théa. Je ne vais pas faire comme si j'étais entrée chez toi et que j'étais tombée amoureuse en une semaine. Ça ne marche pas comme ça. Pas pour moi. Je ne demande pas ça. Je demande du temps. Du temps. Reste. Pas par arrangement, pas à l'essai. Reste parce que Lucas a besoin de toi et parce que... Il s'arrêta, reprit. Parce que j'aimerais te connaître vraiment, sans date limite. Théa étudia son visage. L'épuisement toujours présent, le contrôle qu'il ne perdait jamais complètement, et en dessous, l'espoir prudent et fragile d'un homme qui avait cessé de croire que quiconque choisirait cette vie, cette maison, cet enfant, cette version du bonheur qui ne ressemblait à aucune définition de magazine. Je ronfle, dit-elle. La surprise fit apparaître quelque chose sur son visage, et cette fois, il sourit. Un vrai sourire, petit et incertain, comme une plante qui perce le béton. Je ne dors pas, dit-il. Alors, ça marche. 2 semaines plus tard, puis 1 mois, puis 2 mois. Les changements étaient minimes. Des changements que seuls ceux qui vivaient dans la maison pouvaient percevoir. La façon dont les épaules de Callum s'affaissèrent légèrement lorsqu'il entra dans la cuisine le matin et y trouva Théa. La façon dont Martha se mit à fredonner en travaillant, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. La façon dont Polo commença à rapporter des fleurs du marché sans qu'on le lui demande, les posant sur le comptoir comme si la beauté était désormais un luxe que la maison avait le droit d'accueillir. Et Lucas, les changements chez Lucas étaient si progressifs qu'on ne pouvait les mesurer qu'après coup. Comme on ne voit pas un enfant grandir, mais on remarque soudain qu'il a grandi et que ses chaussures sont devenues trop petites. Ces crises ne cessèrent pas. Elles ne cesseraient jamais. Pas seulement parce que son système nerveux était programmé pour percevoir le monde à une intensité inimaginable pour la plupart des gens. Mais elles devinrent moins fréquentes, plus courtes. Le temps de récupération entre les crises diminua. Il commença à rechercher la présence de Théa. Non pas avec des mots, jamais avec des mots, mais par sa proximité. Se déplaçant dans la pièce où elle se trouvait, s'asseyant par terre à ses pieds pendant qu'elle cuisinait, lisait ou discutait avec Martia. Il se balançait là, faisant tourner ses blocs, et parfois il en poussait un vers elle. Elle le ramassait et l'ajoutait à leur ligne,
qui s'étendait sur le sol de la cuisine comme une route construite entre deux pays n'ayant jamais entretenu de relations diplomatiques. Un après-midi, 3 mois plus tard, Théa était assise par terre dans la chambre de Lucas, en train de faire tourner un bloc, lorsqu'elle sentit quelque chose lui effleurer la main. Elle se figea. Les doigts de Lucas, petits, hésitants, à peine présents, reposaient sur le dos de sa main. Sans la serrer, sans la retenir, juste posée comme un papillon prêt à s'envoler à tout instant. Elle ne bougea pas. Elle retint son souffle. Elle laissa ses doigts sur sa main aussi longtemps qu'il le fallut. Et lorsqu'il se retira 8 secondes plus tard, une éternité, elle continua de faire tourner son bloc comme si de rien n'était. Car elle comprenait que pour Lucas, ce contact était déjà immense, et que réagir reviendrait à le rendre insupportable. En descendant, elle en parla à Callum. Il resta silencieux pendant 1 minute entière. Il se tenait dans la cuisine, dos à elle, les mains à plat sur le comptoir, et elle pouvait voir ses épaules bouger d'une façon qui lui indiquait qu'il pleurait en silence. Comme les hommes pleurent quand ils ont été forts trop longtemps, et que le soulagement est trop soudain et trop immense pour être contenu. Elle s'approcha de lui par derrière et posa sa main sur son dos. Il se retourna et l'attira dans ses bras, et ils restèrent là, dans la cuisine, enlacés, non pas avec romantisme, non pas avec passion, mais avec ce besoin humain désespéré et reconnaissant de deux êtres qui avaient trouvé l'un en l'autre ce qu'ils pensaient ne jamais trouver. « Merci » murmura-t-il dans ses cheveux. « Ne me remercie pas. Il est facile à aimer. Il n'est pas facile. C'est tout le problème. » Elle se recula et le regarda. L'aimer, si. Le reste, c'est de la logistique. Il rit. Un vrai rire, bref, surpris, rouillé par le manque d'usage, mais authentique. Et ce rire résonna dans la maison comme une porte qui s'ouvre dans une pièce restée fermée pendant des années. Vincent Ferraro ne s'est pas éteint sans faire de bruit. La bataille pour la garde des enfants s'est poursuivie tout l'hiver, ponctuée de dépositions et de dépôts de pièces, et des lenteurs implacables d'un système judiciaire instrumentalisé par un homme aussi riche que malveillant. L'équipe juridique de Callum était redoutable, 4 avocats d'un cabinet spécialisé en droit de la famille, parfaitement conscients des enjeux. Mais Vincent avait ses propres ressources, et sa patience était celle que seuls les plus avides peuvent avoir. L'audience était prévue en février. Dans les semaines qui ont précédé, la tension était palpable. Callum se perdait dans des appels et des réunions qui le laissaient crispé et silencieux. Martia nettoyait avec une férocité frôlant la violence. Et même Polo, le plus décontracté de la famille, avait pris l'habitude de consulter les caméras de sécurité plus souvent que nécessaire. Théa, comme toujours, était présente. Elle préparait le petit déjeuner. Elle restait avec Lucas. Elle maintenait le rythme de la maison avec cette constance imperturbable qui était son plus grand don, cette capacité à rester un point d'ancrage dans un monde qui menaçait de basculer dans le chaos. La veille de l'audience, Callum la trouva à la bibliothèque à minuit. Elle lisait, ou plutôt essayait de relire, la même page pour la 3e fois. Son esprit était hanté par la même crainte, qu'un homme, dans un tribunal, puisse décider que le foyer de Lucas n'était pas assez bien, que l'amour de son père n'était pas suffisant, que la définition même de soins adéquats n'incluait pas un enfant non verbal dans une chambre capitonnée, aimé passionnément par une femme de ménage, un chauffeur, un homme que la ville qualifiait de monstre et une femme arrivée pour régler une dette et rester parce qu'elle ne pouvait imaginer partir. « J'ai besoin que tu témoignes, dit Callum. Elle baissa son livre. Je sais que l'avocat de Vincent essaiera de te discréditer. Ils parleront de Nat, de la dette, de l'arrangement. Je sais qu'ils essaieront de faire croire que c'est une simple transaction, comme si tu étais payé pour être là. Je sais. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle. À la lumière de la lampe, son visage n'était que plan et ombre. Et elle pouvait lire la peur qu'il retenait, non pas pour lui-même, mais pour Lucas, pour le petit garçon à l'étage qui, pour une fois, dormait profondément, une couverture lestait tirée jusqu'au menton et des cubes alignés à côté de son oreiller. « Je ne peux pas le perdre, dit Callum. Je ne peux pas, sa voix se brisa. Pas de façon dramatique, juste une fissure, une fine craquelure. Mais Théa l'entendit comme elle entendait tout dans cette maison. Avec une attention totale, de tout son être. Tu ne vas pas le perdre. Elle dit, tu n'en sais rien. Non, mais je te connais, je connais Lucas et je sais ce que j'ai vu dans cette maison. Et je sais que quiconque entre ici, regarde cet enfant et ne voit pas qu'il est aimé et soit aveugle, soit menteur. Callum se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Les autres femmes, dit-il,
Si seulement l'une d'elles était restée. Si j'avais pu montrer au tribunal un foyer stable, une compagne, une famille complète. Vous avez tout ça maintenant. Il leva les yeux. Vraiment. Vous m'avez. Vous avez Martha. Vous avez Polo. Vous avez Ranatada qui fait 1 heure de route aller-retour 3 fois par semaine parce qu'elle croit en votre fils. Ce n'est pas incomplet. C'est plus que ce que la plupart des familles ont. Le tribunal veut du conventionnel. Le tribunal veut de la sécurité. Et Lucas est en sécurité. Plus que ça. Il est chez lui. L'audience se déroula dans une salle d'audience où flottait une odeur de vieux bois et d'anxiété. Théa portait ses plus beaux vêtements, une robe bleu foncé que Martha avait repassée la veille, sa seule paire de talons, les cheveux soigneusement tirés en arrière. Elle était consciente de son apparence, consciente qu'elle ne correspondait pas à l'image de la compagne d'un chef mafieux, consciente que l'avocat de Vincent Ferraro verrait son physique et son passé et tenterait de s'en servir contre elle. Elle s'en fichait. Ou plutôt, elle s'en souciait comme toujours, avec une fureur protectrice et farouche qu'elle dissimulait derrière son calme apparent, la colère d'une femme qui avait passé sa vie à être jugée sur son apparence et qui avait appris à faire en sorte que ses actes parlent plus fort que n'importe quelle première impression. L'audience se déroula comme Callum l'avait prédit. L'avocat de Vincent était à la fois éloquent et agressif. J'ai été dans des foyers où l'amour était si palpable qu'on le ressentait dès qu'on franchissait le seuil. Je sais ce qu'est la négligence. Je sais ce qu'est l'attention. Et je connais la différence. Elle marqua une pause. Quand je suis entré chez Callum McCarthy, je m'attendais à trouver quelque chose d'horrible. Tout le monde me l'avait dit. Les rumeurs, les histoires, le fait que cette femme soit partie. Je m'attendais à de la violence, à de la cruauté, à quelque chose d'insupportable. J'ai trouvé un père assis par terre dans la chambre de son fils à 3 heures du matin, parlant à un enfant qui ne pouvait pas lui répondre, car cet enfant avait besoin d'entendre sa voix, même s'il ne pouvait pas lui répondre. Le silence régnait dans la salle d'audience. J'ai découvert une maison conçue de A à Z pour répondre aux besoins d'un petit garçon de 4 ans. Des murs capitonnés pour éviter qu'il ne se blesse. Une balançoire sensorielle, une couverture lestée, un emploi du temps rythmé par sa thérapie, son alimentation, son sommeil. Non pas parce qu'un tribunal l'exigeait, non pas parce qu'un inspecteur devait venir, mais parce que son père l'aime suffisamment pour reconstruire toute sa vie afin que son fils se sente bien dans un monde qui n'est pas fait pour lui. Harrison se redressa. Mademoiselle Callaway, je n'ai pas terminé. Le juge haussa un sourcil, mais n'intervint pas, c'est cette femme qui sont parties, elles ne sont pas parties parce que la maison était dangereuse. Elles ne sont pas parties parce que Callum McCarthy était violent. Elles sont parties parce qu'elles ont vu un enfant non-verbal qui se balance, qui crie et qui ne peut pas soutenir le regard. Et elles ont décidé que c'était trop difficile. Elles ont vu une vie qui exigeait de la patience, des sacrifices, une présence quotidienne pour quelqu'un qui ne prononcerait peut-être jamais leur nom. Et elles ont décidé que ça n'en valait pas la peine. Sa voix était assurée. Ses mains étaient assurées. Tout en elle était assuré. La stabilité, c'est ce qu'elle avait offert à cette famille, et c'est la stabilité qu'elle offrirait à ce tribunal. Je suis resté non pas à cause d'une dette, ni à cause de l'argent. Je suis resté parce que, dès mon 2e jour dans cette maison, un petit garçon a poussé un bloc de bois vers moi. Et j'ai compris qu'il essayait d'entrer en contact comme il le pouvait. Et que si je partais, ce serait une personne de plus qui lui dirait que sa façon d'entrer en contact n'était pas suffisante. Elle regarda Vincent Ferraro. Lucas McCarthy n'est pas un pion. Ce n'est pas un atout à gérer ni un problème à institutionnaliser. C'est un enfant. C'est un enfant qui perçoit le monde différemment de la plupart des gens. Et il mérite de vivre dans un foyer où cette différence est respectée, non pas corrigée. Il mérite d'avoir un père qui passe ses nuits avec lui. Il mérite d'être entouré de personnes qui ont appris sa langue au lieu d'exiger qu'il apprenne la leur. Elle se tourna vers le juge. Je ne suis ni avocate, ni thérapeute. Je suis une femme qui s'est présentée et qui a été attentive. Et ce que j'ai vu dans cette maison, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est du dévouement. C'est l'amour le plus difficile, le plus ingrat, le plus invisible qui soit. Celui qui ne suscite pas d'applaudissements, qui ne fait pas bonne figure sur le papier. Celui qui ne correspond à l'image que l'on se fait d'une famille. Mais il est réel et il suffit. Le silence régnait dans la salle d'audience pendant 5 secondes après qu'elle eut fini de parler. Harrison consulta son bloc-notes.
La juge retira ses lunettes et les nettoya, un geste que Théa apprit plus tard être une habitude qu'elle avait lorsqu'elle réfléchissait attentivement. L'audience se poursuivit pendant 2 heures avec les témoignages de la thérapeute de Lucas, Ranata, de Martha et du neurologue pédiatrique qui suivait Lucas depuis son diagnostic. Mais l'atmosphère avait changé. Le témoignage de Théa avait transformé l'ambiance, recentré le débat, passant d'une question de compétence à une question de compréhension. Et lorsque la juge se retira pour délibérer, elle déclara que le regard qu'elle avait lancé à Callum n'était pas suffisant. Le regard d'une femme sur le point d'enlever l'enfant d'un homme. Le jugement tomba 3 jours plus tard. La garde exclusive restait à Callum. La requête de Vincent fut rejetée. L'avis écrit du juge comprenait un paragraphe que Callum lut à haute voix à Théa dans la cuisine ce soir-là, sa voix chargée d'une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Le tribunal constate que le foyer McCarthy, bien qu'atypique, offre un environnement de soins constant, éclairé et profondément attentif, adapté aux besoins spécifiques de l'enfant mineur. Les preuves démontrent non seulement l'adéquation, mais aussi l'exceptionnalité de l'engagement de la principale personne responsable de l'enfant et des membres du foyer envers son bien-être. Jusqu'à ce qu'il soit presque immobile et que la lumière du soleil éclaire son visage, et là elle réalisa qu'elle regardait un garçon qui, à sa manière, choisissait d'être au monde. Elle reprit son désherbage. Il s'assit à côté d'elle, et derrière la fenêtre de la cuisine, partiellement cachée par le rideau, Callum les observa, une femme et son fils, ensemble dans la terre et la lumière du matin, et pressa son front contre la vitre, et se laissa aller. Il ressentit sans résistance, sans armure, sans la forteresse qu'il avait mis des années à bâtir, tout le poids dévastateur et glorieux de l'espoir. Les mois passèrent, puis une année, puis plus. L'histoire des épouses de Callum McCarthy s'estompa des ragots de la ville, remplacée par d'autres scandales, d'autres mystères, d'autres vies sur lesquelles spéculer. La maison sur la colline était toujours là, toujours derrière son mur de pierre et son portail en fer, mais quelque chose avait changé. Pas visiblement, pas d'une manière qu'un passant aurait pu identifier, mais comme une maison change lorsqu'elle devient un foyer. Quelque chose dans la lumière, dans l'air, ou dans le bourdonnement presque imperceptible des personnes qui vivent ensemble, qui se sont choisies et qui continuent de se choisir chaque jour. Théa n'a jamais maigri. Elle n'est jamais devenue glamour. Elle n'a jamais correspondu à l'image de la femme d'un parrain de la mafia. Et pourtant, elle est devenue sa femme. Discrètement, lors d'une petite cérémonie dans le jardin, avec Martha, Polo et Moï, Ranata comme témoin, et Lucas, assis sur une couverture à proximité, tournant un bloc de bois avec sa précision absorbée. Elle portait une robe blanche que Martha avait absolument voulu, une robe que Théa avait refusée avant de fondre en larmes en se voyant dans le miroir. Non pas parce qu'elle ressemblait à une mariée de magazine, mais parce qu'elle se ressemblait, pour la première fois de sa vie. Se ressembler lui suffisait. Callum, en costume sombre sans cravate, se tenait dans le jardin, les chaussures couvertes de terre après avoir marché dans le parterre de fleurs, et prononça ses vœux d'une voix tremblante. Lorsqu'il lui glissa l'anneau au doigt, ses mains tremblaient comme elle l'avait fait dans le couloir, devant la chambre de Lucas, la nuit où elle avait apaisé son fils pour la première fois. Le tremblement d'un homme dont les barrières s'effondrent, et qui découvre avec terreur et émerveillement que ce qui se cache derrière ces murs n'est pas de la faiblesse, mais la capacité d'un amour si immense qu'il a pesé sur la pierre pendant des années, attendant le courage de le libérer. Lucas n'assista pas à la cérémonie de façon conventionnelle. Assis sur sa couverture, il fit tourner son bloc. À un moment donné, pendant les vœux, il prit un bloc et le poussa vers celui de Théa. Elle ramassa le bloc sans interrompre l'instant et le tint dans sa main, près de son bouquet. Callum vit cela et dut se taire un instant, car l'image de sa femme tenant des fleurs d'une main et le bloc de son fils de l'autre était la plus belle chose qu'il ait jamais vue et qu'il verrait jamais. Le bloc resta sur la table de chevet, à côté de la photo de la mère de Théa. 2 objets qui racontaient toute l'histoire, une femme qui avait appris à sa fille à rester et un garçon qui avait fait assez confiance à une inconnue pour qu'elle s'interpose entre eux. Un amour qui ne ressemblait pas à celui des films, qui ne sonnait pas comme une chanson, qui ne correspondait à aucun récit que le monde avait préparé. Un amour discret, difficile et quotidien, bâti non pas sur la passion, mais sur la présence, non pas sur l'attirance, mais sur l'attention, non pas sur les grands gestes, mais sur les petits actes répétés d'être là. Des années plus tard, quand on demandait à Théa comment elle avait fini par épouser Callum McCarthy, quand l'histoire refait surface, comme c'est souvent le cas, chuchotée dans de nouveaux quartiers, racontée à de nouveaux publics, elle souriait et elle disait, tout a commencé par un pari et un frère aux mauvaises habitudes. Et quand on insistait, qu'on lui demandait le secret, ce qui la distinguait des 7 autres avant elle
Elle repensait à un bloc de bois glissant sur un sol en mousse et à un garçon muet qui lui apprenait la chose la plus importante de sa vie, l'amour n'est pas un langage, mais une fréquence à laquelle on s'accorde. Certains passent leur vie à parler sans jamais entendre, d'autres ne disent jamais un mot et le comprennent parfaitement. Elle était la seule à le voir vraiment. Tous deux, l'homme derrière la forteresse et le garçon derrière le silence. Et en les voyant, elle leur laissait la voir elle-même. Toute son âme, son poids, sa fatigue, son entêtement, sa grâce. Ce qu'ils avaient construit ensemble n'était pas un conte de fées. C'était mieux. C'était réel.